ajoute: de notre côté, nous avions l'aide précieuse de M. Ben V. Cohen, l'un des rédacteurs les plus compétents en Amérique. Ainsi, un sioniste en Amérique, M. Cohen devait jouer un rôle important bien plus tard, dans une étape postérieure de ce processus, rédigea en fait un document sous lequel le nouvel ordre mondial devait dicter la politique britannique, l'utilisation de troupes britanniques et l'avenir de la Palestine. Le rôle de Lord Curzon fut simplement de modérer les termes du mandat, entre guillemets, s'il le pouvait, et effectua en effet des modifications mineures, bien que celles-ci eurent peu d'effet sur les événements dans le long terme. Homme d'État compétent par un politicien qui ressemblait à un empereur romain. Il était entièrement loyal envers la politique adoptée et voulait rester fidèle à la déclaration de Balfour. Le docteur Weizmann était connu personnellement pour sa désapprobation du projet que le devoir lui imposait de poursuivre. Cela pourrait être la raison pour laquelle il ne devint jamais Premier ministre, une fonction pour laquelle il était hautement qualifié. Il trouva le moyen de supprimer un mot du projet. Le docteur Weizmann et M. Cohen désiraient que ce dernier commence par, ouvrez les guillemets, reconnaissant les droits historiques des Juifs à la Palestine. Lord Curzon dit, ouvrez les guillemets, si vous le formulez comme ça, je peux déjà voir Weizmann venir me voir chaque jour pour dire qu'il y a le droit de faire ceci, cela ou autre chose en Palestine. Je ne l'accepte pas. Ainsi, ouvrez les guillemets, droit historique devient-il lien historique? Une fausse déclaration moins grave. Lord Curzon, un érudit, ne croyait certainement pas que les Khazars de Russie avaient de quelconque lien historique avec la péninsule arabe. Le docteur Weizmann, tandis que le projet se préparait ainsi, se mit en route pour un autre périple international afin de s'assurer que tous les membres du Conseil de la Société des Nations inaugureraient le nouvel ordre mondial en votant pour le mandat. Il rendit d'abord visite au ministre des Affaires étrangères italien, un certain Signor Schanzer, qui dit que le Vatican s'inquiétait de l'avenir sous le sionisme du Cénacle de Jérusalem. Le docteur Weizmann, avec le ton habituel parmi ses associés quand il parlait de choses qui étaient sacrées pour d'autres, dit, ouvrez les guillemets, mon éducation en histoire de l'Église ayant été déficiente, je ne savais pourquoi les Italiens mettaient un tel accent sur le Cénacle. Le docteur Weizmann fut à même de rassurer Signor Schanzer et quitta Rome assuré du soutien italien. Après cela, la chose devint une victoire écrasante et depuis lors, les votes de la Société des Nations et des futures Nations Unies sur les questions essentielles furent en général toujours arrangés à l'avance par cette méthode de démarchage, lobbying et pression irrésistible, secret. Le docteur Weizmann poursuivit avec Berlin et y trouva un ministre juif célèbre, le docteur Walter Rathenau, violemment opposé au sionisme. Il déplorait toute tentative de transformer les juifs d'Allemands encore étrangers sur les sables du Brandenbourg. C'était tout ce qu'il pouvait voir dans le sionisme. Le docteur Rathenau fut assassiné peu après, si bien que la cause des Juifs occidentaux émancipés fut privée d'un autre éminent champion. Par ses voyages et visites, le docteur Weizmann s'assura finalement lui-même en avance sur la réunion de tous les votes qui seraient mis sur la table du Conseil, sauf ceux de l'Espagne et du Brésil. Il se rendit alors à Londres pour voir le dignitaire espagnol qui devait représenter l'Espagne et dit, ouvrez les guillemets, voilà l'occasion pour l'Espagne de rembourser en partie la dette impayée depuis longtemps qu'elle doit aux Juifs, le mal dont vos ancêtres se revendirent coupables entre nous. Vous pouvez l'effacer en partie. Le docteur Weizmann fut vigilant, utilisant par 2 fois les mots en partie. Entre guillemets, il attirait son hôte dont le devoir était envers l'Espagne contemporaine avec l'illusion qu'il avait auparavant fasciné M. Balfour que l'Espagne devait quelques dettes indéterminées aux Juifs pour lequel son visiteur prétendait parler et qu'en anéantissement les espoirs arabes en Palestine, il pourrait anéantir en partie cette dette supposée avoir été encourue par l'Espagne, considérée à l'aune des critères de la raison, des conversations ressemblant à quelque chose comme le thé du chapelier fou. En tout cas, le représentant espagnol promit le vote de l'Espagne, et pour faire bonne mesure également celui du Brésil, si bien que la chaîne des oui
entre guillemets, fut complète. Même le docteur Weizmann ne put dire si la fin heureuse de sa visite était le résultat de sa propre éloquence ou de la pression appliquée à un niveau supérieur, celui des supérieurs du délégué espagnol à Madrid. En Angleterre, alors que le moment approchait, une dernière tentative fut faite pour prévenir l'application britannique dans cette entreprise. Lord Sydenham, Elliston et Raglan menèrent une attaque contre le mandat entre guillemets à la Chambre des Lords et à une large majorité firent passer leur motion pour l'abrogation de la déclaration Balfour. Cependant, la Chambre haute, ses pouvoirs antérieurs abolis, ne pouvait à cette époque que protester, et M. Balfour, qui allait bientôt devenir Lord, rassura immédiatement le docteur Weizmann. Ouvrez guillemets, quelle importance si quelques stupides Lord passent une telle motion. Après tout, cette préparation secrète, la scène fut installée pour la réunion du Conseil de la Société à Londres le 24 juillet 1922, et tout démarra sans un coup quand M. Balfour introduisit le sujet de la ratification du mandat de la Palestine. Sans aucune objection, on attribua à la Grande-Bretagne entre guillemets le mandat pour rester en Palestine et pour fournir un cordon armé pour les sionistes talmudiques quand ils arriveraient. Ainsi, en 1922, l'avenir britannique resta avec une entreprise sur les bras, entreprise qui n'avait jamais subi un examen public, et pendant les 3 décennies suivantes, les projets de loi croissantes commencèrent à se déverser. Tantôt dans le processus, l'Amérique fut aussi impliquée, même si le grand public ne s'en rendit pas compte pendant 30 autres années. Le président Wilson était mort et son parti démocrate n'était plus au pouvoir. Le président Harding était à la Maison-Blanche et le parti républicain était à nouveau au pouvoir. Ils avaient été poussés par la vague d'émotions populaires contre les résultats décevants de la guerre et celle du désir instinctif d'être libre. L'enchevêtrement outre-mer, le pays se sentait bien hors de la Société des Nations et de ses mystérieuses activités dans le monde entier. Puis le parti républicain ramena la République vers les participations dans lesquelles le parti démocrate l'avait d'abord impliqué. Vraisemblablement, les managers de parti, les architectes du malheur public, pensaient rivaliser avec l'autre parti pour obtenir la faveur de ces groupes puissants, ainsi que le vote fluctuant contrôlé par eux, décrit dans le journal et le roman de M. House. En juin 1922, juste avant que le Conseil de la Société à Londres n'accorde le mandat palestinien à la Grande-Bretagne, le Congrès des États-Unis passa une résolution commune des deux chambres, résolution dont la formulation était presque identique à celle de la déclaration Balfour de 1917. Ensuite, le Likoud sioniste fut fermement réajusté autour du coût de la politique nationale américaine, et même si l'électeur américain ne fit que réaliser cela devint sans importance pour lui de savoir quel parti l'emporterait aux élections.